État voisin du Kenya, au sud de l'équateur, la Tanzanie a une superficie de 380 000 km². Sa population atteint 22 millions d'habitants. Au nord du pays, collé au parc du Serengeti, est situé un lieu magique, véritable arche de Noé, le cratère affaissé d'une Ngorongoro. Dans cette partie de l'Afrique de l'Est, il y a 8 millions d'années, le rift Toffoli allumait le plus beau feu d'artifice jamais égalé. Des volcans géants surgirent en crachant des geysers de lave dont les retombées fertiliseront à jamais les terres alentours. Cette contrée en ébullition a nourri populations, animaux et nature, mais aussi l'imaginaire de l'homme, en lui offrant aujourd'hui le magnifique spectacle du cratère éteint et explosé d'une Ngorongoro, en Tanzanie. Véritable miracle écologique, 8e merveille du monde, de 20 km de diamètre et de 300 km². Sur ce haut plateau fracturé par le rift, ce matin comme les autres s'éveille dans la brume, qui cache le fond de la caldeira du vieux volcan. Jean-Luc Ville, jeune ethnologue français passionné par l'Afrique de l'Est, descend prudemment les pentes escarpées d'une Ngorongoro, accompagné d'un guide tanzanien. La température est de 8 degrés dans ce brouillard persistant qui glace les poumons. En glissement silencieux, des vautours survolent infatigablement le superbe panorama du grand cirque sauvage, découvrant majestueusement une nature qui rejoue la création du monde. Dans cette atmosphère voilée, des Maasai, silhouettes irréelles, derniers chasseurs de lions, drapés de toges pourpres, arrivés d'on ne sait où, vous épient, vous défient du regard. Natoka camp. Ndio. Unafanya nini? Si kwa Simba. Unaweza kuenda chini, kuteremka chini ya krata. Unaweza? Mimi? Na ng'ombe. Na ng'ombe. Hakuna hatari ya simba? Hakuna hatari tena. Kwa ajili simba ikionana sasa na mimi itaweza kukimbia au mimi nikimbia. Simba ikiona Masai? Nakimbia. Inakimbia. Jean-Luc pénètre dans la zone de conservation du cratère, inscrite depuis 1978 parmi les merveilles du patrimoine mondial. Grâce à cette mesure, on parvient à préserver un échantillon unique de faune et aussi de paysages africains primitifs, dans lesquels les vestiges du berceau de l'humanité subsistent non loin d'ici. Les grandes migrations parties vers le Serengeti se terminent et les retardataires ou sédentaires profitent de l'espace resté libre pour s'ébattre et s'aimer. Gazelles de Thompson ou de Grant, gnous et zèbres s'offrent docilement à la contemplation du visiteur toujours accompagné d'un guide. Chaque personne ayant un lien avec le cratère et le Serengeti réalise que vraiment il s'agit d'une zone privilégiée du patrimoine.
C'est bel et bien la 8e merveille du monde. Il n'y a aucun lieu semblable dans d'autres pays. On y trouve 260 km² d'une vie sauvage où l'on peut prendre des photos et s'approcher des animaux sans aucun problème. On ne peut faire ça nulle part ailleurs. On rencontre toute la faune dans le cratère, à l'exception des girafes et de quelques animaux qui préfèrent la savane. La muraille naturelle constituée par les flancs du volcan a un abrupte de 700 mètres. Au fond, scintille le lac qui doit son existence providentielle à un microclimat exceptionnel et à l'eau que renferment les pentes du cratère. Jamais tant d'espèces animales n'ont cohabité ensemble en un si faible espace. Mais attention, il n'est pas permis de descendre des véhicules. Les fauves savent si bien se cacher derrière la végétation. Prudence. On est devant un groupe de 6 lionnes, 4 en face de nous et 2 dans les herbes, un peu plus loin, avec leurs 2 lionceaux. Elles sont sur leur territoire, c'est-à-dire que les lionnes et les petits habitent toujours au même endroit, elles sont sédentaires. Elles bougent s'il y a un problème, si les herbivores viennent plus, si le terrain de chasse en fait est plus rentable. Les lions contrôlent en général plusieurs groupes de lionnes. Les lions sont indépendants des lionnes, peuvent se mêler au groupe pendant la saison des amours, c'est 2 mois par an. 80% des chasses se font la nuit, sinon à l'aube ou au crépuscule. Leur nourriture préférée, c'est les gros herbivores. Le buffle en particulier, parce que quand on a tué un buffle, on en a pour 2 ou 3 jours. Les lions aiment bien la chair humaine, chose assez intéressante. Les lions sont friands de chair humaine. On dit que quand ils ont goûté de la chair humaine, ils trouvent ça tellement bon qu'ils délaissent tout autre animal et se concentrent sur la chasse à l'homme. On est en pays Maasai. Les Maasai ne craignent pas les lions, ce sont les lions qui craignent les Maasai, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Quand les lions sentent l'odeur du Maasai, ils font le tour, et non pas l'inverse. Pieds nus, indifférents aux épines, aux fauves, semblables à des mirages, les Maasai veillent. Alors ici, on est dans un paysage de savane, mais un paysage de savane assez typique dans le Ngorongoro, puisqu'on est à 1600 mètres d'altitude, avec peu d'arbres, mais énormément de variétés de plantes herbacées, en particulier de graminées. C'est parce qu'on a une saison sèche ici qui est très rapide, qui ne dure pas longtemps. Donc les plantes se régénèrent très très vite. Au Ngorongoro, les plantes qui s'adaptent le mieux aux rudes conditions sont les herbacées. Saison sèche, piétinement, incendie, nourriture pour animaux. Elles résistent grâce à leur organisation souterraine en forme de rhizome. Cette végétation peut repousser immédiatement. Les herbes et les herbivores ont évolué conjointement depuis 25 millions d'années. Ils sont donc en pays de connaissance. L'un ne va pas sans l'autre. Quant aux grues, elles ne pensent qu'au flirt. Un peu d'eau fraîche leur suffira.
Pour Jean-Luc, qui avait posé quelques secondes une chemise dans l'herbe, il passera une partie de la nuit à retirer quelques tiques à vide de sang qui s'étaient glissés sous sa peau. On aperçoit du lichen orange sur la roche, sur les roches éruptives, puisqu'on est bien sûr donc toujours dans le cratère du Ngorongoro qui est un volcan. C'est une montagne qui a été aussi haute, pense-t-on, que le Kilimandjaro, c'est-à-dire à peu près 6000 mètres. Et puis au moment où le rift, la seconde fracture s'est créée, la fracture du Manyara, le cône du volcan a explosé et s'est effondré sur lui-même, créant ce site exceptionnel. Aux alentours du cratère, la Ngorongoro Conservation Area est un site protégé de 8280 km² depuis le lac Eyasi aux plaines du Serengeti. Dans cette zone et plus au nord, on trouve 7 grands volcans éteints et les paysages les plus variés d'Afrique orientale. Hors du cratère, il est difficile d'éviter les mauvaises pistes et la poussière rouge dans les poumons pour prendre le chemin qui mène à Olduvai. Jean-Luc profite de la proximité d'un village Maasai pour aller leur rendre visite. Dans cette zone protégée, c'est la seule population à pouvoir conserver son activité pastorale. Qu'ils soient vêtus de simples chiffons rapiécés ou de toges d'apparat, ces hommes qui font peur aux lions semblent toujours invulnérables. Les Maasai sont arrivés au XVIIIe siècle à peu près. Ils ont trouvé des gens quand ils sont arrivés, mais les Maasai sont des guerriers farouches, enfin, étaient du moins des guerriers farouches, ils le sont beaucoup moins maintenant bien sûr. Ils ont chassé les Barabaïg, ils ont chassé les Mbulu. Les Maasai sont des gens qui viennent du nord, c'est-à-dire Sud-Soudan, ce sont des Nilotes, des gens de langue nilotique qui viennent de la frontière actuelle entre l'Éthiopie et le Soudan. Plus on s'avance vers le Serengeti et plus la chaleur se fait écrasante. Cette année, la sécheresse menace. Surnommée le pays des girafes, la Tanzanie abrite une très nombreuse population de ces flegmatiques animaux attirés par les acacias quasiment absents à l'intérieur du volcan. C'est pourquoi les girafes boudent le Ngorongoro. Pour guetter, lorsqu'elles sont en petits groupes, chacune regarde dans une direction différente. Quant aux dernières nées, elles font comme tous les bébés du monde. Elles courent autour de leurs parents qui passent leur temps à s'inquiéter pour eux. La maman les a portés 15 mois dans son giron. Ensuite, pour faire partie du monde, le bébé fait une chute de 2 mètres de haut. Bienvenue. Ils grandiront vite, au début de 3 cm par jour. On est à quelques kilomètres du site d'Olduvai et on tombe sur quelque chose de tout à fait extraordinaire, une dune de cendres volcaniques noires qui est isolée en plein milieu de la plaine de Serengeti. Cette dune a pour origine donc une éruption volcanique du volcan Oldonyo Lengai, c'est la montagne de Dieu pour les Maasai, et elle se déplace de 17 mètres
chaque année. Alors voilà, on est au pied d'une Ngorongoro, dans la plaine de Serengeti, et nous avons en face de nous le site paléontologique d'Olduvai, c'est-à-dire un des sites qui prouve que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est là qu'on a trouvé des restes d'Homo habilis, c'est-à-dire le premier homme habile, le premier homme à avoir taillé des outils, avoir eu une station debout permanente, volume crânien assez important, par rapport à son cousin l'Australopithèque, qui lui est un cul-de-sac, c'est-à-dire que l'Australopithèque n'était pas véritablement un homme et s'est éteint il y a à peu près 1 million d'années, alors que l'Homo habilis a donné l'Homo erectus, puis l'Homo sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes. Il faut imaginer ici, il y a 2 millions d'années, avec les volcans, un volcanisme très très actif autour, dont le Ngorongoro, ça explosait de partout, un véritable feu d'artifice. La cendre a recouvert les ossements d'hominidés, c'est pour ça que ces ossements ont pu être préservés. Les hommes ont émergé à cet endroit, là où nous sommes exactement, sauf que c'était il y a 2 millions d'années et que ça a été bien sûr très très progressif. C'est-à-dire que l'homme n'est pas apparu en un clin d'œil, ça s'est fait, c'est une évolution très très lente sur des milliers d'années. Quelques jours ont passé et Jean-Luc n'est pas retourné dans le bas du cratère. De retour d'Olduvai, il a appris qu'un rhinocéros a été abattu par les braconniers et la descente dans le volcan demeure pour quelque temps problématique. L'observation des rhinos est donc reportée d'1 semaine. Le véhicule se dirige vers le lac Manyara, qui fait partie de la zone protégée. La piste est très carrossable et c'est un plaisir de pouvoir admirer ces paysages doucement vallonnés dans lesquels cohabitent cultures et pâturages. Il y a comme une grande quiétude dans l'air. L'heure de mener les bêtes au pâturage ou au marché de Karatou est arrivée. Certains scientifiques s'alarment des surpâturages et craignent que cela ne modifie les schémas d'évaporation et aggrave ainsi la détérioration locale du climat. Ici, on n'y pense jamais. L'herbe est si verte, si belle. Tunalisha ng'ombe ndizi. Mbona na unafikiri ni nchi nzuri hapa? Nchi nzuri sana. Nchi nzuri sana. Sawa. Kuvua samaki, kuna bwawa. Samaki kutoka Le marché s'étire lentement. Chacun y joue sa scène de vente, d'achat. En fait, le vrai plaisir est celui de se retrouver pour échanger en 1000 palabres les nouvelles et secrets de ces jours derniers. Ces magnifiques tableaux vivants qu'offre encore l'Afrique aujourd'hui sont le reflet d'une joie de vivre que rien ne semble pouvoir troubler. Et pourtant, ce grand continent est hélas à présent bien seul. Et on prend peur que les cultures,
Les montagnes, les villages, le marché deviennent mélancoliques. Lorsqu'on pénètre dans le parc national de Manyara, on a aussitôt l'impression de jouer dans un film de Tarzan. Ici, c'est un condensé des grandes forêts équatoriales. Résidence préférée des singes, des impalas et des animaux de toutes sortes. Bizarrement, on a l'étrange sensation d'être épié. Cette matinée offre une température douce et un air qui sent bon l'eau claire des torrents proches. La forêt abrite des figuiers géants, des crotons, de magnifiques acajou, des arbres à saucisses et des baobabs. Cet insolent paradis au milieu des sols surchauffés de la Rift Valley paraît irréel. Les babouins, singes verts, vervets espiègles, se sédentarisent et se reproduisent ici en toute liberté, alors que d'autres espèces d'animaux fuient le contact avec les visiteurs. Pangolins, panthères, chats sauvages, cobs, éléphants, girafes. Alors là, nous sommes dans la forêt du lac Manyara, entre l'escarpement et le lac Manyara. C'est une forêt tropicale, très très dense, et qui s'étend sur seulement 1300 hectares. S'il y a une forêt ici, c'est parce qu'il y a de l'eau qui coule des forêts d'altitude, du Ngorongoro. Et on a des arbres tout à fait extraordinaires, comme par exemple ce figuier étrangleur dont on voit les racines aériennes. Le figuier étrangleur, c'est un figuier épiphyte, c'est-à-dire qu'il peut pousser à partir d'un autre arbre, et peut finir même par étrangler, étouffer l'arbre qu'il a accueilli. Alors ici, on est au fond de la vallée du Rift. Le Rift, c'est une cassure continentale, c'est-à-dire que le continent africain se fracture. C'est un fossé d'effondrement. Et nous sommes au bord du lac Manyara, qui est littéralement recouvert de flamants à cette époque. On est à l'est du Ngorongoro et à une altitude plus basse, on est à peu près à 1000 mètres, alors que le sommet du Ngorongoro est à 2300 mètres. C'est une eau saumâtre, mais ce n'est pas la même composition chimique que l'eau de mer. Elle est saumâtre parce qu'on est dans un environnement volcanique et que les roches éruptives donnent du sel, donnent des sels, bicarbonate de sodium, etc. Et c'est grâce à ces sels que les flamands survivent ici. À l'ombre des baobabs en fleurs,
les animaux se mêlent délicatement aux tableaux impressionnistes brossés par un dieu africain. La faune sauvage tout entière semble jouer avec l'artiste divin en s'intégrant au décor qu'il a imaginé depuis des millénaires. C'est l'heure de la pause. La mesure du temps reste suspendue au vol léger des papillons qui sautent de fleur en fleur. Tout l'air embaume. Il y a bizarrement comme une chaude odeur de blé mûr qui interpelle les souvenirs du temps des moissons. Le python se glisse calmement dans les cloris. Et les hyparénias servent de drap d'or aux lions qui s'étirent et bâillent sans pudeur. Bruyants, peu élégants, dangereux, les hippopotames peuvent atteindre 3 tonnes. Ce sont les seconds plus gros mammifères terrestres. Ils se prélassent des heures dans l'eau et en dessous jusqu'à 10 minutes en apnée. Ces chevaux du fleuve sont responsables, hélas, du plus grand nombre d'accidents mortels dont sont victimes les hommes imprudents. Sur terre ferme, seul le lion ose s'attaquer à l'hippopotame. En revanche, il ne se formalise pas quand il est entouré de tant d'oiseaux. Cet endroit privilégié, c'est le paradis terrestre. La concentration animale tourne au délire. Peut-on trouver un endroit au monde autre qu'à Manyara, dans la zone d'une Ngorongoro, où cohabitent tant de variétés? Les herbivores flirtent avec les prédateurs. Les pélicans atterrissent sur les gnous. Dans le ciel, les migrateurs passent inlassablement. Les aigles maîtrisent leur proie, tandis que les marabouts et les vautours découpent un zèbre sous l'œil envieux du chacal. Et pendant ce temps, la cigogne pense toujours qu'elle aurait dû manger la grenouille. Baragwiza umwimbo
Les parfums et les sons des nuits africaines n'ont pas leur pareil et forcent à la méditation. Même lorsqu'un ratel vient s'aventurer près du campement pour chaparder les restes du repas. Cela ne dérange en rien Jean-Luc qui fixe sur son carnet de bord les temps forts de la journée. Ce soir, en écoutant rugir les fauves, Jean-Luc se souvient de sa rencontre manquée avec George Adamson, l'homme des lions, à Kora, au Kenya, près de Tana River. L'assassinat de cet homme qui a su intelligemment gérer et protéger la nature est le symbole de la dure lutte que mènent encore aujourd'hui les Rangers contre les braconniers qui ne cessent de détruire la vie sauvage pour le profit de quelques privilégiés. Le lendemain matin, départ pour le Tarangire, vaste plaine vallonnée qui n'est qu'à une trentaine de kilomètres du lac Manyara. Il fait très vite chaud en ce début de saison sèche. Le ciel lourd et orageux promet des pluies qu'il ne donnera pas avant des mois. Mais quand il pleut dans cette savane, de novembre à mai, les pistes sont impraticables. Et la rivière peut se transformer en un dangereux torrent qui a déjà englouti et surpris quelques véhicules. En attendant, il faut supporter la canicule et la mouche tsetse. À la saison sèche, les concentrations d'animaux sont ici plus importantes, puisque la plaine et ses belles herbes donnent de la nourriture à tous ces migrateurs qui évoluent constamment à l'intérieur d'un écosystème de 20 000 km², c'est-à-dire du lac Natron à la steppe de Masaï. Les baobabs, véritables éponges gorgées d'eau, servent aussi à étancher la soif insatiable des éléphants. Et les trous que subissent ces arbres géants en témoignent. Ils en meurent parfois. Mais dans cette biosphère du Tarangire, la faune a besoin de protection, tout autant que dans le Ngorongoro. La nuit passée, non loin d'ici, les braconniers ont tenté de tuer des grands éléphants. Ce sont les cris des babouins qui ont sauvé les pachydermes en alertant les rangers à l'affût. Aujourd'hui, les bandits possèdent des armes automatiques et n'hésitent pas à tuer les gardes des parcs si besoin est. Mon nom est Steven Laurent Nayaga. Vous avez été gardien au parc? Oui, j'ai été ranger du parc pendant 3 ans. C'est pour ça que je connais tous les problèmes du parc. À quel endroit? J'ai été au parc national de Serengeti et ici au parc national de Tarangire. Et parfois j'ai travaillé au siège des parcs nationaux de Tanzanie. Oui, il y a toujours des braconniers. Pas trop d'ici, ce sont surtout des gens venant de Somalie. Quelques-uns ont braconné dans la zone de Ngorongoro. Quelquefois, ils traversent la région d'Olduvai. Ils braconnent là-bas pour avoir des défenses d'éléphants et de la viande, parce qu'ils exportent dans leur pays, en Somalie. Donc ce commerce a lieu actuellement. Vous avez quitté votre travail pour vous occuper des touristes. Pourquoi? En vivant dans un parc comme ranger et chauffeur, on risque sans arrêt sa vie. Il y a 70% de risque de mourir et peu de chances de survivre. Parce qu'il y a beaucoup de braconniers qui vous tirent dessus quand ils voient qu'ils n'ont aucune possibilité de s'enfuir. Donc j'avais envie d'avoir devant moi de meilleures perspectives de vie.
Donc on est dans le parc de Tarangire, qui est un parc vraiment exceptionnel, très très joli. En plus on est à la saison sèche, début de la saison sèche, et c'est encore très très vert, avec beaucoup de graminées. Ce qui fait l'intérêt de ce parc, c'est ces champs, véritablement des champs de baobab. Devant nous, des gnous. Ah, superbe là. Superbe. Voilà un groupe d'impala, un mâle avec toutes ses femelles. Et puis juste à côté, le groupe des célibataires qui attendent de virer le mâle dominant pour prendre sa place. Inlassablement sur ce plateau herbeux à 1000 mètres d'altitude, les éléphants passent à des heures régulières, sans jamais changer de direction. La piste des éléphants n'est pas une légende. Vouloir détourner un troupeau de son chemin est une hérésie suicidaire. Seule la soif peut faire se séparer les pachydermes. Par manque d'eau dans cette région de Tanzanie, ils sont morts par centaines voici peu de temps. Hélas, l'inexorable désertification de notre planète avance et rien n'y fait. Mais aujourd'hui encore, l'eau est là, qui donne à la nature africaine ces terres majestueusement beaux. Ce soir, il souffle comme un vent léger de plénitude. Malheur à celui ou à celle qui planterait sa tente n'importe où, sans prêter attention. Les compagnies de fourmis ont vite fait en quelques minutes de tout envahir. Et lorsqu'on s'aperçoit de leur présence, il est trop tard. Il faut tout démonter, soigner les morsures cuisantes qu'elles infligent. Les Maasai se servent des crochets des fourmis pour se faire des points de suture. Il est nécessaire de respecter les endroits de campement. L'organisation des fourmis est admirable et chacune a sa morphologie suivant son emploi. Guerrière, guetteuse, ouvrière. Rien ne leur résiste. Elles sont impitoyables et vous nettoient un cadavre de plusieurs kilos en quelques heures pour ne laisser que les os. Chaque fourmilière contient des milliers de résidents qui vivent dans des galeries souterraines. Les fourmis n'ont pas peur de s'attaquer à plus gros qu'elles. Cette fois, le combat de la mouche et de la fourmi se terminera par la victoire de la mouche, qui ne voudra pas céder son bébé chrysalide. De trouver une tortue sur la route. Et alors, c'est intéressant parce que dans la brousse, quand on prend un peu le temps de se promener, de regarder, on s'aperçoit que la brousse est pleine de tout petits animaux, des reptiles, des tortues, comme ça, beaucoup de rongeurs, des hérissons, des porcs-épics. On va la ramener chez elle, on va la replacer dans son milieu. Majestueux, les pachydermes s'avancent pour s'en aller plus loin brouter dans des grands pâturages. Ils sont aussi sociables que les primates. Les familles sont dirigées par la plus ancienne des mères et non par un patriarche dont l'âge peut atteindre 60 ans.
La seule véritable menace pour les éléphants est la présence de l'homme qui fait obstacle à leur migration. Parfois, un grand éléphant revient. Une véritable charge comme celle-ci est étrangement silencieuse. Le mâle galope environ à 35 km/h. Dans ce cas, le pire est à craindre. Malgré une politique de protection internationale, les chiffres indiquent que les éléphants auront disparu de notre terre d'ici à une trentaine d'années. Retour vers le Ngorongoro pour tenter d'admirer les rhinocéros, qui hélas, eux aussi, semblent condamnés à disparaître dans les décennies qui suivent. Leurs cornes sont responsables de cette catastrophe encore provoquée par l'homme. Mais la raison essentielle de ce massacre des rhinocéros est uniquement due à ce soi-disant aphrodisiaque apprécié des Chinois, contenu dans la corne. L'autre raison du braconnage est que les cornes du rhinocéros sont très demandées au Yémen du Sud, où elles servent à fabriquer des manches de poignards synonymes de virilité. Tout est calme. La saison des amours continue d'agiter çà et là les animaux de ce sanctuaire magnifique. Cette nature n'ose se confier et contient sa beauté ainsi que l'écrivait Theodore Roosevelt. Il n'existe pas de mots pour décrire l'esprit caché de la nature à l'état sauvage, pour révéler son mystère, sa mélancolie et son charme. Je crois que les autorités responsables de la zone de conservation et le gouvernement sont parfaitement conscients des dangers d'un excès de circulation des voitures. À ce sujet, des pourparlers sont engagés. On a beaucoup écrit sur les dangers que pourrait engendrer un trop grand trafic de véhicules à l'intérieur du cratère. Quelques hôtels vont être installés autour du cratère. Souhaitons seulement que l'organisation concernant l'autorisation pour les voitures d'entrer dans le cratère sera suffisamment bien contrôlée pour ne pas trop déranger les animaux. Le nombre des animaux a baissé. C'est un problème qui nous préoccupe vraiment.
Mais là non plus, nous ne savons pas dans quelle mesure le cycle naturel est affecté. Actuellement, les stratégies de régulation de gestion de l'environnement de notre planète tentent aussi de s'adapter aux conditions africaines pour aider les populations à surmonter leurs graves problèmes économiques. L'information ne suffit plus. Il est indispensable d'associer toute politique de protection et de gestion de la nature pour tous ceux qui vivent sur leur terre, afin que l'environnement, dit sauvage, devienne un véritable élément de l'économie et une véritable source de richesse pour les indigènes. L'Afrique n'est plus ce qu'elle était, ni ce qu'elle fut du temps de Karen Pixel. Aujourd'hui, elle n'est plus terre à découvrir. C'est un continent qui nous incite et nous demande de sauver toutes ces richesses naturelles, si nous tenons à nous sauver nous-mêmes.